Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la 18e dynastie égyptienne. Depuis deux dynasties, l'Égypte subit le joug des Hyksos, envahisseurs venus de l'Est. La révolte qui s'amorce va trouver son point d'orgue avec Ahmosis Ier. Grâce aux brillants fondateurs de la 18e dynastie et à ses successeurs, l'Égypte redevient un empire puissant et conquérant. Vous voulez en savoir plus sur la 18e dynastie? Venez avec moi. Le mur du prince, une gigantesque fortification édifiée sous la 12e dynastie pour empêcher les Asiates de descendre en Égypte, mendier de l'eau, comme ils en ont coutume, pour faire boire leurs bêtes, n'aura pas suffi. Le temps obscur que les historiens ont appelé deuxième période intermédiaire sont marqués par l'effondrement de l'État égyptien et pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte par une invasion étrangère, celle des terribles Hyksos. Depuis leur capitale du delta oriental du Nil, Avaris, ces princes des pays étrangers étendent progressivement leur domination sur l'ensemble du pays égyptien. Les Hyksos sont de redoutables guerriers qui se servent d'armes et de matériel alors inconnus en Égypte, comme le char de combat tiré par des chevaux ou l'arc asiatique en forme de faucille qu'ils vont introduire dans le pays. Mais comme beaucoup de conquérants, ils semblent aussi avoir assimilé certains traits et coutumes du peuple conquis. C'est ainsi qu'ils adoptent la titulature royale des Égyptiens, ou certains de leurs dieux, tout particulièrement Seth. La divinité en conservera longtemps une image maléfique, associée à ces occupants étrangers qui ont si cruellement atteint l'orgueil national des Égyptiens. Venus peut-être de Syrie ou de Palestine, les Hyksos forment un peuple d'autant plus mystérieux que leurs traces ont été effacées par les pharaons de la 18e dynastie. Ils ne sont connus que par des sources indirectes, notamment par l'histoire de l'Égypte du prêtre Manenton de Sébennytos, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, soit très longtemps après les faits. Celui-ci les dépeint sous les traits de féroces barbares. Un peuple de race inconnue eut l'audace d'envahir notre pays, et sans difficulté ni combat s'en empare de vive force. Ils s'en saisirent des chefs, rasent les temples des dieux et traitent les indigènes avec la dernière cruauté, égorgeant les uns, emmenant comme esclaves les enfants et les femmes des autres. Vaincus par Ahmosis Ier, les Hyksos tenteront de fuir l'Égypte, mais beaucoup seront sans doute réduits en esclavage. Sur les cendres de leur capitale Avaris, naîtra la ville de Tanis, où s'installeront les pharaons des 21e et 22e dynasties. Faut attendre le XVIe siècle avant Jésus-Christ, plus précisément les années 1560, pour que la résistance égyptienne s'organise à partir de Thèbes, cette capitale de la Haute-Égypte, devenue un royaume vassal des Hyksos, auquel elle paye tribut. Le premier à dire non est Senkhenre-Taha, un roi de la 17e dynastie. Il meurt sans doute au combat, comme le laisse deviner sa momie embaumée à la hâte, et dont le crâne porte de nombreuses blessures. Son successeur, Kamosé, qui régnera à peine 5 ans, va continuer cette guerre de libération. Mais c'est son frère présumé, Ahmosis Ier, qui va parachever ce grand œuvre avec brio. Monté sur le trône à 10 ans environ vers 1550, peut-être sous la régence de sa mère, Yaïotep Ier, Ahmosis Ier, entreprend la reconquête de la Basse-Égypte, s'empare de Memphis et après au moins 3 tentatives, mène le siège victorieux d'Avaris. Une fois les Hyksos soumis, il pousse son avantage en inaugurant une politique impérialiste qui l'envoie guerroyer jusqu'en Syrie et en Phénicie et l'autorise à soumettre les anciens territoires de Nubie et de Canaan. Parallèlement, il travaille à rétablir une politique d'échanges commerciaux dynastiques avec Byblos et le Levant. Ahmosis Ier inaugure la 18e dynastie, à la tête d'un royaume puissant, riche et craint par ses voisins. Il va laisser à ses descendants un bel héritage qui ne demandera qu'à prospérer en dépit de récurrents problèmes de succession. Fils et successeur d'Ahmosis Ier, Amenhotep Ier porte bien son nom, ce qui signifie « Amon est satisfait ». Comment le dieu ne le serait-il pas, en figure tutélaire de ce pharaon qui, durant les 20 années de son règne, mène une politique sage et prudente. Même s'il conduit quelques campagnes militaires, Amenhotep Ier s'attache surtout à consolider les bases de la dynastie.
S'appuyant sur des princes qui lui sont dévoués, il assure ainsi la paix jusqu'en Nubie, tout en travaillant à réorganiser l'énorme machine bureaucratique égyptienne et à conduire ou agrandir de nombreux temples, dont celui de Karnak. Qui est au juste Thoutmôsis Ier, qui devient le troisième pharaon de la 18e dynastie? Son ascension au trône s'explique sans doute, mais rien n'est certain, par le fait qu'Amenhotep Ier n'aurait laissé que des filles. Mais est-il un fils bâtard de son prédécesseur, l'un de ses cousins, ou encore l'époux de sa sœur? Nul ne le sait. Quelle que soit sa légitimité, il va se révéler un puissant souverain, reprenant la politique d'expansion inaugurée par Ahmosis Ier. Il repousse les limites de l'Empire égyptien vers le sud, jusqu'au niveau de la 4e cataracte du Nil, et vers le nord jusqu'à l'Euphrate, où il dresse une stèle frontière. À la mort de Thoutmôsis Ier aux environs de 1520 avant Jésus-Christ, se pose un nouveau problème de succession. Comme ce dernier n'a eu que des filles, c'est l'un de ces bâtards qui monte sur le trône, Thoutmôsis II, qui prend soin, pour se légitimer, d'épouser sa demi-sœur Hatshepsut, une brillante princesse qui fera bientôt parler d'elle. De son règne, on ne connaît pas exactement la durée. Tout au plus, sait-on qu'il sera marqué par 2 révoltes, l'une au pays de Kouch, en Haute-Nubie, l'autre en Syrie, motivée par la volonté de repousser toujours plus loin les frontières. Les conquêtes égyptiennes ne s'accompagnent pas d'une colonisation comme l'entendront plus tard les Romains. De ce fait, elle reste fragile, même si elle contribue au prestige de l'Égypte. Thoutmôsis Ier fut le premier pharaon à délaisser le complexe funéraire de Der el-Bahari sur la rive gauche du Nil à la hauteur de Thèbes pour se faire inhumer dans la vallée des rois, un site légèrement plus au nord. Déjà identifié pendant la campagne d'Égypte en 1799, son tombeau, désigné aujourd'hui sous le nom de KV20, est fouillé en 1903-1904 par Howard Carter. Pourtant, Thoutmôsis Ier ne s'y trouve plus depuis très longtemps. En effet, son petit-fils Thoutmôsis III l'a fait transférer dans une nouvelle sépulture toute proche, plus somptueuse que la précédente, la tombe KV38. Vers la fin de la 20e dynastie, la tombe KV38 fut pillée et les restes de Thoutmôsis Ier furent redéplacés dans une cachette royale située dans les collines surplombant le temple funéraire d'Hatshepsut à Der el-Bahari. C'est là que sa momie fut, semble-t-il, identifiée dans les années 1880, voisinant avec celle d'Ahmosis Ier et d'Amenhotep Ier. Par une ironie de l'histoire, Amenhotep Ier avait été le premier pharaon à séparer sa tombe de son temple funéraire, innovation peut-être motivée par l'espoir d'échapper aux pilleurs de sépultures. Si son temple a bien été localisé au nord du complexe de Der el-Bahari, l'emplacement exact de sa tombe reste à ce jour inconnu. Bien que les scribes égyptiens du Nouvel Empire 1570-1069 avant Jésus-Christ aient diabolisé les Hyksos en les qualifiant d'envahisseurs, qui avaient conquis le pays, détruit les temples, massacré sans pitié, aucune preuve ne vient étayer ces affirmations. Aujourd'hui encore, on parle des Hyksos en tant qu'envahisseurs, et dès leur arrivée en Égypte comme de l'invasion des Hyksos, mais en réalité ils s'intègrent à la perfection dans la culture égyptienne, adoptant la mode et les croyances religieuses, avec quelques modifications. Contrairement à de nombreuses affirmations faites au fil des années, il n'y a aucune raison d'identifier les Hyksos avec les Hurriens, ni avec les esclaves hébreux du livre biblique de l'Exode. La principale source d'information sur les Hyksos en Égypte provient de l'écrivain égyptien Manetón au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dont l'œuvre a été perdue, mais qui fut abondamment citée par des auteurs ultérieurs, notamment Flavius Joseph. La compréhension erronée de Manetón de la signification du nom des Hyksos et de l'interprétation erronée de Joseph ont donné lieu à la traduction des Hyksos par bergers captifs, et cette incompréhension donne lieu ces dernières années à l'affirmation que les Hyksos étaient une communauté hébraïque vivant en Égypte, dont l'expulsion fournit la base des événements relatés dans le livre de l'Exode. Il n'existe cependant aucune preuve à l'appui de cette affirmation. Aucune archive égyptienne, ni d'aucune autre culture d'ailleurs, n'indique que les Hyksos étaient des esclaves en Égypte. Il n'y a absolument aucune indication qu'ils étaient hébreux, seulement qu'ils parlaient et écrivaient une langue sémitique.
Comme on l'a vu, le nouvel empire égyptien s'ouvre vers 1540 avant Jésus-Christ avec le règne d'Ahmosis Ier, fondateur de la 18e dynastie. Les Égyptiens du royaume de Thèbes parvinrent alors à chasser les Hyksos et à réunifier le pays, première étape avant les brillants développements de l'époque qui a suivi. Ahmosis Ier doit la réussite de son action aux efforts de son prédécesseur, Kamosis, à celle de sa mère, la reine Ahotep, puis à celle de son épouse, la reine Ahmès Néfertari. La 18e dynastie est composée de figures légendaires, telles que Thoutmôsis III, Akhenaton, Toutankhamon ou encore Ahoreb. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.